Merci de nous rejoindre dans la surface de vérité. Dans le fauteuil blanc, un visage médiatique devenu très rare ces derniers temps. Politologue, spécialiste des questions de géopolitique, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, le docteur Daniel Kéré est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Benjebre. Comme je l'ai dit, discret depuis quelques mois, la peur d'aller au front peut-être? Oh non, pas la peur d'aller au front parce que nous sommes tous burkinabés et on peut tous être appelés à un moment ou à un autre à défendre la patrie. Mais je dirais que je préférais me mettre en retrait pour convenance personnelle. Convenance personnelle, donc. Alors, on va parler de géopolitique et de géostratégie pour commencer. Un constat aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une reconfiguration des rapports de force à l'échelle mondiale. Ça, il faut le dire. Effectivement. Et je pense que lorsqu'on essaie d'observer les dynamiques qui sont à l'œuvre sur le plan international, depuis au moins 2 ou 3 décennies, on se rend compte qu'il y a une configuration, voire une reconfiguration des règles du jeu. Et si on recule un peu dans le temps, jusqu'au début des années 90, il y avait essentiellement 2 blocs qui s'opposaient. Il y avait le bloc occidental, il y avait l'URSS, voilà, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc après l'effondrement de l'Union soviétique, les puissances occidentales, avec à leur tête les États-Unis, ont cru quand même que c'était un boulevard qui se déroulait devant eux pour prendre, disons, le contrôle du monde entier. Donc ils ont étendu leur domination aux anciennes républiques qui étaient contrôlées par l'URSS et progressivement ils ont voulu prendre le contrôle du monde entier. Bon, cette situation a pu durer quand même entre la fin de l'Union soviétique jusqu'au début des années 2000 avec la conquête de l'Irak et au début des années 2010-2011 avec, disons, la guerre en Libye et au Yémen et autres. Donc pour ces puissances-là, c'était un boulevard avec, disons, la disparition de l'ancien rival. Voilà. Donc on a observé cette dynamique-là avec, disons, la superpuissance, l'hyperpuissance des États-Unis. Mais la dynamique a commencé à s'estomper, voire à s'inverser essentiellement à partir des années 2012, 2013 et autres. D'abord, le printemps arabe a commencé à s'essouffler, notamment au niveau de la Syrie, parce que les dynamiques qui visaient à renverser le président syrien ont échoué. Et à partir des années 2014-2015, il y a eu l'intervention décisive de la Russie en Syrie pour protéger le régime syrien. Donc, ça fait un tournant et c'est l'intervention russe qui a empêché que le régime syrien ne s'effondre. Et dans le même temps, la dynamique qu'on observait en Ukraine, avec le mouvement Maïdan, qui aboutit à la chute du président à l'époque, bon, les Occidentaux aussi étaient d'une certaine façon derrière cette dynamique-là. La Russie a aperçu cela comme une menace. Et vous voyez que la Crimée est rattachée à l'Ukraine, en fait. Mais la Crimée, historiquement, c'était une ville russe, une partie de la Russie, en fait. Donc la Russie a décidé d'occuper militairement la Crimée et de la rattacher à la Russie. Donc voici déjà deux faits majeurs qui montrent le retour de la Russie sur l'échelle internationale. L'intervention en Syrie et l'annexion de la Crimée. Donc la Russie a décidé de se réaffirmer encore comme une puissance. Bon, on a senti pour cela des remous dans le bloc occidental parce qu'on croyait quand même que c'était une puissance moyenne, voire une puissance déclinante. Et on voit de plus en plus qu'elle s'affirme et d'où un peu ce sentiment de colère. Et cette affirmation était savamment préparée aussi, notamment sur le plan économique. La Russie a tiré les erreurs du passé et a tenu à avoir une économie forte justement pour soutenir cette dynamique. Non, mais disons que ces 2 interventions dont j'ai parlé, l'intervention en Syrie et l'intervention disons, l'annexion de la Crimée, ce fut relativement spontané. La préparation a commencé effectivement après les sanctions infligées par le bloc occidental à la suite justement de l'annexion de la Crimée et de l'intervention russe en Syrie, parce qu'il fallait contenir la Russie, disons, en lui infligeant des sanctions, en vue de l'affaiblir à nouveau. Donc ces sanctions ont pesé très fort sur l'économie russe, disons, au début des années 2015, 2016 et autres. Donc, tirant les leçons des sanctions qui ont été infligées à la suite de ces 2 sorties, la Russie a commencé à se préparer. La Russie a commencé à se préparer
pour anticiper tous les contre-coups qui auraient pu survenir. Mais bien sûr, sur le plan, disons, économique, sur le plan militaire, depuis l'arrivée de M. Poutine au pouvoir, il a quand même travaillé à reconstruire le pays. Voilà, pour le doter d'une bonne armée, pour consolider à nouveau l'économie russe. Voilà. Mais c'est très important quand on s'engage dans ces... Absolument, parce que toutes ces dynamiques que nous voyons, et quand on prend par exemple la dynamique actuellement en Ukraine, avec les tensions entre le bloc occidental et la Russie, et M. Poutine annonçait cela depuis les années 2007. Voilà, donc au moins 15 ans avant, disons, l'intervention en Ukraine, il y avait les prémices. Voilà, non, mais les choses ont pris un tournant décisif à partir des années 2014-2015. Donc il y a ce retour en force de la Russie, mais il y a aussi à côté des pays comme la Chine, oui, l'Inde, etc. Il y a aussi d'autres puissances intermédiaires aussi qui... Il faut préciser un peu que la Chine, effectivement, était déjà une puissance au début des années 2000, mais elle était discrète. Parce que la dynamique de la Chine, voici un grand pays qui a dû travailler un peu sur son potentiel démographique pour pouvoir devenir une puissance. En d'autres termes, la Chine a profité du fait qu'elle a une population abondante et bien formée. Et elle a proposé une main-d'œuvre moins chère pour les entreprises du monde entier. Donc évidemment, si vous êtes un investisseur, fabriquer un produit dans un pays donné qui pourrait vous coûter 10 fois plus cher que si c'était fabriqué en Chine, le choix est très vite fait. Donc la Chine a capitalisé sur l'abondance de la main-d'œuvre bien qualifiée pour devenir un centre de production mondial. Et c'est à partir de ce moment-là que la Chine a commencé à avoir des taux de croissance élevés et à avoir quand même des ressources financières et technologiques importantes. Mais jusque-là, la Chine ne s'affirmait pas comme une puissance mondiale, même si elle était déjà dans les faits. Et le déclic a commencé à se produire à partir du moment où les Chinois se sont rendus compte que les puissances occidentales aussi commençaient à montrer des signes d'essoufflement, notamment au niveau de leur économie, la gestion de leur monnaie. Et évidemment, si vous êtes une puissance, vous êtes quand même un peu regardant sur ces aspects-là, parce que ce sont vos partenaires, vos co-contractants. Si vous contractez avec quelqu'un, vous cherchez à vous rassurer de sa solvabilité sur le court, moyen et long terme. Donc, quand la Chine a observé que ces paramètres commençaient à présenter des signaux rouges au niveau, disons, des puissances occidentales, la Chine a commencé à mettre en place un dispositif pour sécuriser elle-même sa propre dynamique. Donc, depuis les années 2014, je crois, elle a créé une sorte de banque mondiale bis qui existe déjà et qui fonctionne. Et c'est cette dynamique-là qui a amené à fédérer d'autres États dans ce qu'on appelle le mouvement des BRICS. Voilà. À l'origine, c'était la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil. Par la suite, ils ont intégré l'Afrique du Sud. Et cette dynamique s'est poursuivie. Et maintenant, on voit qu'ils sont pratiquement au nombre de 10. Voilà. Parce que récemment, il y a eu l'entrée de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Éthiopie, et l'Argentine a refusé à la dernière minute, et de l'Éthiopie. Donc, c'est cette dynamique-là que la Chine est actuellement en train de conduire pour essayer quand même d'assurer, disons, son développement économique, d'assurer ses investissements en mettant en œuvre un ensemble de faisceaux d'éléments. Vous voyez, par exemple, la fameuse route de la soie que la Chine a lancée à nouveau, c'est pour avoir des corridors pour pouvoir exporter facilement ses produits et ne pas dépendre du système ancien qui existait, surtout que ce système-là commence à montrer des signes d'essoufflement. La vérité derrière tout cela, l'enjeu, il est économique. Hein? Absolument, absolument. Parce qu'aucun pays ne peut tenir solidement sans une économie forte. Absolument. Parce que l'économie forte suppose quand même que vous ayez, disons, les leviers de votre production et que vous ayez effectivement une main-d'œuvre compétente et bien formée, que vous ayez également des ressources, de la technologie. C'est le soubassement de la puissance de tout pays. À partir du moment où vous devenez une puissance économique importante, évidemment, cela peut se transposer en termes de puissance, disons, à l'échelle régionale, voire à l'échelle continentale, ou même plus à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, parce que ces grandes puissances font dans l'expansion pour prouver justement leur puissance. Et malheureusement, l'Afrique, et le Sahel notamment, devient un terrain de jeu, de rivalité de ces grandes puissances-là. Oui, il faut tenir compte, comme je viens de le dire tout de suite, d'abord, il y a une reconfiguration des rapports de force au niveau international. Et jadis, après l'effondrement de l'URSS, on était dans un monde unipolaire avec les États-Unis qui étaient la puissance ultra-dominante, bien sûr, en entraînant dans son sillage le monde occidental. C'est ce bloc-là qui dominait l'ensemble du monde entier.
ce bloc a commencé à s'essouffler. Et je peux dire que, d'une certaine façon, la guerre en Ukraine constitue une sorte de coup de grâce parce qu'on voit les limites de la puissance du bloc occidental en Ukraine. Évidemment, malgré leur soutien massif en termes d'armement, en termes sur le plan financier, et même l'envoi des mercenaires sur le plan officieux, l'Ukraine est actuellement en train de s'effondrer. Donc, la logique qui voudrait que ces puissances restent toujours, disons, des grandes puissances à l'échelle internationale, les amène à se repositionner dans certains endroits du monde. Bon, malheureusement, nous faisons les frais parce que l'Afrique, effectivement, est toujours un continent, disons, en friche. En d'autres termes, nous n'avons pas encore atteint le niveau de développement des grands pays. Et c'est un continent qui regorge de beaucoup de matières premières et qui a une main-d'œuvre, disons, qui a une population qui a amené à s'accroître. Oui, mais il faut dire que bien avant l'Ukraine, ils étaient déjà positionnés. Hein? Oui, mais ce positionnement-là, disons, n'était pas aussi prégnant, n'était pas aussi, disons, possessif. Vous voyez un peu? Et à partir des années 2010, effectivement, on a pu constater que dans certains endroits au niveau du Sahel, il y a des recrudescences, en tout cas, disons, des dynamiques d'implantation de bases militaires. Voilà. Mais ici, l'argument qui était avancé, c'était pour combattre la crise terroriste. Parce qu'après l'effondrement de la Libye, vous voyez un peu, les arsenaux libyens se sont vidés. On a eu une prolifération des mouvements armés qui ont commencé, disons, à attaquer d'abord le Mali, et par la suite, il y a eu des ramifications. Et le mouvement Boko Haram également aussi s'est étendu à d'autres parties. Donc ces puissances-là, pour contenir, pour endiguer la crise terroriste, ont commencé à approcher nos États et à y implanter des bases militaires. Mais derrière, c'était aussi un moyen de pouvoir contrôler l'influence russe. Non, au début, c'était la raison officielle qui était avancée, c'était pour contenir le terrorisme. Le terrorisme, tout à fait. Mais l'autre élément qui va avec, lorsque vous implantez une quelque part, d'une certaine façon, vous contrôlez la région. Et donc, on ne peut pas aussi oblitérer, on ne peut pas mettre de côté la dimension géopolitique et géostratégique du Sahel. Lorsque vous prenez la carte du Sahel, vous allez voir que c'est une bande qui traverse l'Afrique de part et d'autre. Donc, disons, au niveau de l'ouest, vous voyez un peu sur la carte, et vous voyez au niveau de l'océan Atlantique, on a pratiquement le Sénégal, on a la Gambie. Cette bande parcourt toute l'Afrique et débouche sur la mer Rouge à travers la Somalie et l'Érythrée. Donc, c'est comme une sorte de corridor. Vous voyez un peu? En termes d'analogie, c'est comme une maison et il y a un couloir. Si vous contrôlez le couloir d'une maison, vous contrôlez toute la maison. Il n'est pas nécessaire que vous ayez des agents qui soient positionnés dans chaque chambre de la maison pour contrôler la maison. À partir du couloir, vous savez qui entre dans la maison, quels produits entrent dans la maison, et vous pouvez même prendre des sanctions draconiennes contre les habitants de chaque pièce de la maison. Donc, le contrôle de ce couloir-là revêt un enjeu hautement important pour les grandes puissances. Parce que qui tient le Sahel tient d'une certaine façon toute l'Afrique. Donc, en termes d'image, qui tient le couloir d'une maison tient toute la maison. Peu importe que cette maison comporte 100 chambres, 50 chambres, à partir du moment où vous contrôlez le couloir, vous contrôlez toute la maison. C'est cet enjeu géopolitique et géostratégique qui explique aussi le fait que chaque puissance tente d'avoir une emprise sur le Sahel. Et c'est une lutte, parce que si vous remarquez, depuis le début des années 2010 et autres, la France a essayé de renforcer sa présence militaire au Sahel. Vous voyez, au temps fort de la présence française au Sahel, il y avait plus de 5000 soldats, 5000 militaires français au Mali. Bon, la France était déjà présente en Afrique, il faut le dire objectivement. Voilà. Actuellement, on voit que les Américains ont essayé de se positionner aussi au niveau du Sahel. Depuis une décennie au Niger, par exemple. Au Niger, par exemple, officiellement, les Américains avaient deux bases. Bon, ils avaient deux bases parce que le Niger a récemment dénoncé cette présence-là. Mais ils ne sont pas encore partis. Mais officiellement, les Américains, au moins, ont deux bases. Les Américains et les Français, d'une certaine façon, sont présents au Tchad. À l'extrémité du corridor, là, avec Djibouti, sur la carte, si vous regardez, il y a des bases militaires de plusieurs puissances à Djibouti. Les Américains sont présents à Djibouti, les Français sont présents à Djibouti et autres. Et si on regarde sur le versant occidental, des puissances comme la France, bien sûr, ils avaient déjà une base en Côte d'Ivoire qu'ils ont renforcée. Et il y a des accords qui sont signés entre, par exemple, le gouvernement américain et un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana, pour dire une collaboration militaire. Mais étant donné que ces accords sont revêtus du sceau de la confidentialité, je ne saurais vous dire ce qui a été convenu entre ces différentes parties. Mais d'une certaine façon,
si on essaie de regarder la cartographie, au niveau africain, la puissance, disons, la plus présente sur le plan militaire, c'est bel et bien les États-Unis. Voilà, d'une certaine façon, ils contrôlent le corridor que constitue le Sahel à son extrémité, au milieu et l'autre versant. Et en dehors de cela, dans d'autres pays comme le Botswana, au nord, au niveau de la Libye, et au Kenya, il y a des présences militaires américaines. Est-ce que cette présence américaine n'est pas aussi, surtout aussi guidée justement par de plus en plus cette influence russe et chinoise, justement? Parce qu'on connaît aussi les rivalités fortes. Oui. L'influence russe, pour être objectif, dans notre région, est récente. Je m'explique. Je n'ai pas dit que par le passé, l'Union soviétique n'avait pas de projet de collaboration avec certains États africains. Et la collaboration entre le Mali et l'Union soviétique est aussi vieille que cela. Donc, même si par la suite la Russie a succédé à l'Union soviétique, la collaboration existait déjà. Donc, la présence, disons, cette forme de collaboration existait. La présence russe a commencé à devenir un peu visible et beaucoup plus, disons, puissante en Afrique de l'Ouest à partir de la dynamique de 2020. Quand certains régimes sont arrivés au pouvoir, ils estiment que, bon, et la collaboration... Les militaires au pouvoir. Oui, voilà, les militaires, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils estiment que la collaboration, la coopération sur le plan militaire avec la France ne rapporte pas les résultats escomptés. Et bien avant, il y a eu la Centrafrique aussi. Tout à fait, la Centrafrique également. Donc, en Afrique de l'Ouest, je parle. En Afrique de l'Ouest, c'est quand ces nouveaux régimes sont venus qu'ils ont commencé effectivement à appeler soit Wagner, soit à se rapprocher du gouvernement russe. Donc, disons que la dynamique, disons, de contrecarrer l'influence russe en Afrique de l'Ouest, j'insiste, et dans la bande sahélienne, elle est récente. Mais ce qui l'est moins, c'est par rapport au positionnement de la Chine. Voilà. Si vous prenez la cartographie de la nouvelle route de la soie en Chine, cette cartographie traverse, disons, plusieurs pays asiatiques et débouche sur la mer Rouge. Et la mer Rouge, c'est le corridor, l'autre extrémité du Sahel. Et c'est une porte d'entrée, effectivement, de ce corridor-là vers l'Afrique, disons, subsaharienne et vers l'Afrique du Nord. Également, la route de la soie intègre d'autres pays beaucoup plus au sud de l'Afrique que constitue par exemple la Tanzanie et d'autres pays. Donc, d'une certaine façon, pour empêcher, disons, une grande présence, une grande pénétration chinoise dans cette partie de l'Afrique, on peut anticiper. Et le meilleur moyen, c'est la présence militaire. Parce que, quoi qu'on dise... La surveillance de l'espace. Bon, la surveillance de l'espace, c'est vrai, mais la présence militaire physique. Parce que quand on a des milliers de soldats quelque part, si on le veut bien, on peut déstabiliser qui on veut. Pour le Niger, on parle de 1000, effectivement, un peu plus de 1000 soldats américains. Tout à fait. C'est comme si, on vous pose un revolver sur la tempe et vous êtes obligé d'obtempérer, en fait. Donc, une présence militaire massive peut amener quand même disons, à soi un contrôle sur un pays. La présence russe, justement, qui s'est fait beaucoup plus prégnante, importante ces derniers temps, est-ce qu'il y a les raisons économiques? Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi, justement, ce jeu de rivalité, une façon pour la Russie de dire oui, je peux justement marcher sur vos plates-bandes, je peux vous emmerder dans vos positions en Afrique? C'est tout à fait vrai. Et en même temps, cette affirmation comporte des éléments dont il faudrait en tenir compte dans les relations internationales. Concrètement, la Russie trouve que c'est un affront que de vouloir étendre l'OTAN jusqu'à ses frontières. C'est ce qui a déclenché la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, d'une certaine façon, si vous allez embêter la Russie dans ce qu'elle considère comme sa zone d'influence traditionnelle, évidemment... Moi aussi, je vous emmerde quelque part. Moi aussi, je viens vous emmerder. C'est ça aussi le piège, parce que si un jour on dit aux Russes, il n'y a pas de problème, on vous laisse tranquille dans votre zone d'influence, et qu'est-ce que vous proposez aussi en retour? C'est ça aussi le piège. Les Russes peuvent aussi nous lâcher en ce moment. Et dans les relations internationales, il n'y a pas de sentiment. C'est un jeu d'intérêt. C'est un jeu d'intérêt. Vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, à Yalta, les grandes puissances se sont assises, se sont partagées le monde. Et ça va se terminer comme ça avec la guerre en Ukraine, parce qu'il va falloir à ce moment discuter avec les Russes. Voilà, si vous discutez avec les Russes, quels sont les centres d'intérêt des Russes? Ils vont en parler. Mais les Occidentaux aussi, ils vont poser leurs centres d'intérêt. Et si effectivement les Russes trouvent que, lever le pied par rapport à leur présence au Sahel, ne leur coûte rien, par rapport à ce qu'ils gagnent en retour, ce sont les hypothèses que nous avançons. Ils vont lever le pied. C'est ça le danger. Et même déjà, quoique la Russie soit déjà présente ici, soit à travers ses mercenaires, ou bien à travers aussi une coopération officielle avec le gouvernement russe, rien n'est gratuit. Dans les relations internationales, rien n'est gratuit. Soit c'est
une base militaire qu'une puissance essaie d'implanter pour soit vous contrôler ou contrôler la région, soit effectivement sa présence militaire est payante si ce sont des mercenaires. Rien n'est gratuit. Et si vous allez les payer, soit ce sont des mines que vous allez leur confier, ou bien en tout cas en espèce sonnante et trébuchante. En Centrafrique, mais aussi, même si au Mali rien n'est officiel, là aussi on voit un peu la note, c'est pas... Absolument, rien n'est gratuit en relation internationale. Absolument rien. Oui. En tout cas, la Russie, elle est là et véritablement, elle gêne aujourd'hui ces puissances traditionnelles au Sahel. La France a fini par partir avec ses soldats. Les États-Unis seront obligés de partir parce que, effectivement, au Niger, il est clair désormais. La décision, c'est avec effet immédiat. Récemment, l'ambassadeur des États-Unis au Niger a pris acte, justement, de cette décision. Il reste peut-être à trouver les modalités. On ne sait pas s'ils partiront ou alors il y aura un terrain d'entente par la suite. Mais il est clair que dans ce contexte-là, c'est la Russie qui applaudit, qui gagne, donc, qui monte en puissance au Sahel. Et là, justement, est-ce que ce n'est pas aussi, quand on voit cette agitation depuis un certain temps aussi de la diplomatie américaine au Sahel, vous avez parlé tout à l'heure d'accord avec des pays comme la Côte d'Ivoire. On sait qu'Anthony Blinken était en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps, notamment au moment de la CAN, la Coupe d'Afrique. Mais derrière, on pourrait se demander qu'est-ce qui fait courir tant les États-Unis? Est-ce que quelque part, ce n'est pas... Les États-Unis ne sont pas en train de se positionner en première ligne en se disant peut-être, écoutez, les Français, vous avez peut-être échoué, c'est peut-être à mon tour de prendre le relais, sinon la Russie, justement, risque de nous foutre véritablement la merde. Excusez-moi du terme. Non, je comprends parfaitement. Et bon, je pense que ceux qui nous suivent doivent prêter une oreille attentive à ce que je vais dire, parce que le jeu qui se déroule au Sahel actuellement, en arrière-plan, et je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, c'est une sorte de remplacement de la France par les États-Unis. Concrètement, la France actuellement est devenue une puissance moyenne. Disons même, elle a train de descendre en deçà de la moyenne. Donc la France n'a plus les outils de se maintenir comme une grande puissance, évidemment. Donc les États-Unis veulent récupérer ce terrain que la France est en train de perdre. Donc d'une certaine façon, si vous remarquez un peu les dynamiques qui se sont opérées jusque-là, les États-Unis étaient assez, en tout cas, silencieux. Ils ne condamnaient pas les régimes, ils travaillaient à avoir des liens avec ces régimes. Parce que d'une certaine façon, ces régimes sont de chasser la France, les États-Unis s'en frottent les mains, mais ils veulent prendre la place. Et là aussi où j'ai une source d'inquiétude, vous parlez de cette agitation, ma source d'inquiétude viendrait du fait que, vous voyez, sur la scène internationale, il n'y a pas de super policier ou de super gendarme capable de discipliner le monde. C'est la jungle. Donc, d'une certaine façon, si on veut donner l'impression qu'on veut basculer, par exemple, pour tel acteur, au détriment de tel autre acteur, ben, ces acteurs peuvent nous attaquer d'une façon ou d'une autre. C'est ça la réalité. Donc, je crains qu'en fait, l'agitation qu'on observe là ne puisse se traduire plus tard en des mesures de représailles. Si par exemple, tel acteur s'estime être lésé par rapport à son positionnement, la délicatesse du Sahel vient du fait que c'est une zone pour remplir toute son utilité géopolitique ou géostratégique, ne supporte pas trop la concurrence. Je reviens à l'image du couloir. Si vous êtes seul dans un couloir, c'est vous qui contrôlez le couloir. Mais si vous êtes nombreux, ce n'est plus un couloir. Ça devient carrément une chambre. Et qui peut contrôler quoi? Donc, pour que la bande sahélienne revête toujours son intérêt géopolitique et géostratégique qui permet de contrôler l'Afrique, il ne faut pas qu'il y ait une concurrence des acteurs à ce milieu-là. Donc, les acteurs doivent être exclusifs. Les acteurs doivent s'exclure mutuellement. Soit c'est moi, ou soit c'est l'autre. Il n'y a pas de possibilité de cohabitation. Mais s'ils le font, la zone perd son intérêt. Si vous êtes nombré dans un couloir, mais le couloir ne peut plus remplir son rôle, puisque ça devient pratiquement une chambre. Et vous ne pouvez plus contrôler ceux qui entrent dans les autres chambres ou pas. Le couloir devient une chambre. Donc le couloir n'est utile que si vous êtes le seul maître à bord pour le contrôler. C'est ça qui explique en fait cette rivalité qui fait que certains acteurs ne veulent pas qu'on parle d'autres acteurs. Et c'est exclusif. Et le problème, c'est que si nous on rentre dans ce jeu-là, on choisit tel acteur parce qu'on trouve que voilà, il nous plaît beaucoup plus que tel autre acteur. Qu'est-ce qui peut empêcher les acteurs éconduits à monter des opérations, disons, subversives d'une façon ou d'une autre contre nous? Il n'y a pas de super policier ou de super gendarme. Tout dépendra maintenant du choix du partenaire choisi, sa capacité à nous aider, à nous protéger. Le défi, il est là. C'est vrai, j'en viens justement à cela.
la position des États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, justement, le Mali, le Burkina et le Niger, par rapport à toute cette reconfiguration, à ce jeu d'influence au Sahel. L'approche de ces États, est-ce qu'elle est pertinente vis-à-vis de ces puissances aujourd'hui? Bon, a priori, on ne peut pas empêcher un État de faire ses choix, effectivement. Chaque État est souverain. Bon, ici, on ne fait que des hypothèses et des analyses. Pour moi, en fait, étant donné la dangerosité, disons, de la scène internationale, puisqu'il n'y a pas de super policiers, il n'y a pas de super gendarmes pour discipliner les acteurs, étant donné que cette scène est fondamentalement dangereuse, il vaudrait mieux avoir une posture qui empêche même des conflits sur votre sol. En d'autres termes, on peut adopter une posture pour faire comprendre à tous les acteurs, nous ne sommes ni contre X, ni contre Y, ni contre A, ni contre B. Nous sommes un pays neutre, un pays qui reçoit tout le monde. Donc ne comptez pas sur nous pour nous utiliser contre X ou pour nous utiliser contre Y. Si on adopte cette posture-là, on tire envers nous toutes les intelligences, toutes les énergies qui peuvent nous servir. Mais à partir du moment où on va se polariser pour X ou pour Y, puisque vous parlez de nécessaire exclusivité. Non, je sais. Les acteurs ont intérêt à être exclusifs. Mais nous, c'est dans notre intérêt de rentrer dans leur jeu. Quelqu'un peut vouloir être seul avec toi dans ta cour, mais le dernier mot te revient avant tout. Voilà, tu peux juste faire comprendre à ces personnes qui te fréquentent. Évidemment, je comprends ton intérêt à vouloir être seul avec moi. Mais admets que je choisis la posture qui me permet de recevoir tout le monde chez moi. Voilà. Ici, au moins, vous n'êtes pas, en tout cas, dans une posture de conflit. Mais si vous rentrez dans le jeu qui consiste à être, disons, un allié d'un acteur contre un autre acteur, vous voyez que déjà la logique conflictuelle est enclenchée. Et donc, l'acteur que vous visez comme cible, effectivement, peut vous prendre comme un adversaire et vous traiter tel quel. Or, si vous remarquez bien, toutes ces grandes puissances qui rivalisent ici, entretiennent toujours des rapports. Il y a des ambassadeurs russes aux États-Unis et vice-versa. Il y a des ambassadeurs russes en Europe et vice-versa. Il y a des coopérations entre la Russie et les États-Unis dans le domaine spatial. On continue de vendre du gaz. Tout à fait. Tout à fait. Mais pourquoi nous, on va rentrer dans le jeu, par exemple, russe contre les Occidentaux ou dans le jeu des Occidentaux contre les Russes? Quel est notre intérêt? Donc évitons cela. Je comprends que les acteurs cherchent à être exclusifs chez nous, mais il n'est pas dans l'intérêt, en tout cas de nos États, de nous allier à un acteur donné contre un autre acteur. Restons ouverts à tous les acteurs et qu'on les tienne sur un pied d'égalité. Vous comprenez que c'est vrai, il y a les États, mais il y a aussi les dirigeants, les pouvoirs. Quand d'autres acteurs nous disent organiser des élections et débarrasser le plancher, naturellement, vous comprenez que pour ces régimes-là, il vaut mieux se rattacher les services d'un partenaire et dire à l'autre, puisque vous ne voulez pas de nous au pouvoir, on vous tourne le dos. Bon, ici, en ce moment, ce n'est plus l'intérêt de l'État, mais franchement des régimes. Ici, il y a une nuance que je voudrais apporter. Le fait qu'un acteur extérieur vous dicte ce que vous devez faire, je suis contre. Par principe, je suis fondamentalement pro-souveraineté. Je tiens à notre souveraineté. Je ne voudrais pas que ce soit un acteur extérieur qui nous dise ce qu'on doit faire. Maintenant, à l'intérieur, moi, je voudrais aussi que nous aussi, on discute de certaines questions. En d'autres termes, si c'est un acteur extérieur qui nous dit de parler des élections, je suis contre le fait que ce soit un acteur extérieur qui le dise. N'empêche que nous, à l'intérieur, nous aussi, on peut se décider nous-mêmes de parler des questions d'élection. D'accord. Faites la nuance. Voilà, je fais cette distinction. Puisqu'on parle d'élection, on parle de démocratie, parlons-en. Et justement, il y a eu ce fait majeur en Russie cette année, ce mois de mars. Poutine, 71 ans, réélu avec plus de 87% des voix, 6 ans de plus donc au Kremlin. Alors, les détracteurs, justement, parlent d'autocratie électorale, mais ça reste quand même qu'en Russie, il y a un jeu démocratique qui s'exprime. Poutine, a toujours parlé, on le sait aussi, de démocratie. Il a toujours parlé d'un État russe libre et démocratique. Quelle analyse vous faites de cette réélection en Russie? Qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse? Qu'est-ce que ça devrait inspirer justement comme enseignement pour les États du Sahel qui sont des États partenaires de la Russie? D'abord, le premier point que je voudrais souligner
par rapport à cette élection en Russie, c'est quand même de relever l'hypocrisie des dirigeants occidentaux. Ils sont là pour... Ils ont décrié, disons, le processus électoral russe. Or, Dieu sait combien de dirigeants occidentaux sont réellement démocrates. Donc, disons, les travaux de la démocratie, on ne doit pas seulement les voir ailleurs. Chez les Occidentaux aussi, dans les pays européens, la démocratie aussi souffre, les processus électoraux également. Maintenant, pour revenir à la Russie, le fait même que les élections se tiennent, ça doit inspirer plusieurs personnes. Vous voyez un peu, la Russie est en guerre, en Ukraine. Vous voyez un peu, ce que peu de personnes savent, c'est que la partie orientale de l'Ukraine était, disons, historiquement russe. Ce sont les mêmes familles. C'est rare de trouver des Russes qui n'ont pas un ancêtre ou un lien de famille, en tout cas avec des ressortissants de l'Ukraine de l'Est. Donc, pour d'autres personnes, c'est une guerre civile en réalité. Donc, le fait que cette guerre... J'entendais récemment justement un conseiller au Kremlin, qui est très francophile, justement dire que lui, il est de l'Ukraine. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, et on peut dire que cette guerre se déroule sur le territoire russe. D'autant plus que juridiquement, même si ce n'est pas reconnu par d'autres États, la Russie a officiellement annexé, disons, les territoires de l'Est de l'Ukraine. Donc la guerre se déroule dans le territoire russe. Et en plus, c'est une guerre dans laquelle l'OTAN intervient pour soutenir, disons, le régime ukrainien, avec le risque du déclenchement d'une troisième guerre mondiale, voire également de l'utilisation d'armes atomiques qui pourraient enrayer la vie sur cette terre-là. Mais ça n'a pas empêché la Russie de pouvoir tenir des élections. Donc le président russe aurait pu invoquer cet élément-là pour refuser d'organiser des élections chez lui. Et ça aurait été compris, et même voire défendu par ses partisans. Malgré tout, il a tenu à organiser des élections, y compris sur des territoires qui sont bombardés actuellement par l'Ukraine. Oui, mais est-ce que c'est les mêmes problèmes d'occupation territoriale, comme c'est le cas du terrorisme chez nous? Non, en fait, je parle d'abord de la situation de la Russie. Mais là où, par exemple, dans l'Est de l'Ukraine, il y a la guerre, il y a des victimes chaque jour, mais les élections ont eu lieu si c'est parti de l'Ukraine. Bon, disons qu'ils étaient anciennement rattachés à l'Ukraine, mais actuellement, ce sont des parties du territoire russe. Donc, la Russie, Poutine reste attaché à la démocratie. Absolument. Et je pense aussi que ça doit inspirer tout le monde pour qu'on comprenne que, en réalité, le peuple doit toujours exprimer son choix pour son dirigeant, quel dirigeant il veut pour conduire sa destinée, soit au cours des 5 prochaines années, au cours des 6 prochaines années, selon la constitution de chaque pays. Il faut toujours donner la parole au peuple pour qu'il choisisse son dirigeant, quelles que soient les situations. Même dans l'espace AES, vous voulez dire? Absolument. Parce qu'à ce niveau-là, il faudrait qu'on tienne un discours de vérité. Et bon, je souhaite déjà plein succès à tous ces régimes-là qui ont essayé de proposer une alternative nouvelle pour le développement ou pour, disons, la conduite des affaires politiques dans ces États-là. Mais, quoi qu'on dise, la société, dans son ensemble, doit pouvoir choisir ses dirigeants. Vous voyez un peu, ce sont ces dirigeants qui dirigent la société et il doit y avoir des périodicités de remise, en tout cas des périodicités de discussion où, à partir de mettre votre mandat entre les mains de la société, qui à nouveau, soit vous confine ou choisit une autre personne. Mais lorsqu'on n'a pas cette alternative-là, d'où vient la légitimité de ceux qui dirigent le pouvoir? Parce que la légitimité vient du peuple. Il faut quand même que le peuple trouve des modalités d'expression pour vous investir ou vous retirer votre mandat. Si ce canal n'existe pas, d'où vient la légitimité d'un dirigeant? Voici la question. La rue, par exemple? Ce ne saurait être un baromètre fiable parce que si on invoque cette hypothèse-là, on risque de rentrer, disons, dans une situation, et je m'excuse, d'anarchie, parce que si chaque acteur va appeler, disons, la rue à sortir pour exprimer son adhésion par rapport à telle ou telle autre personne, vous voyez ce que ça donne? Et si vous voulez, par exemple, que la rue soit un baromètre fiable, on ouvre le jeu. Toute personne qui voudrait effectivement postuler pour le pouvoir suprême, évidemment, appelle ses partisans dans la rue. Vous voyez un peu les difficultés dans lesquelles on rentre. C'est vrai que, justement, après la réélection de Poutine, les présidents de l'AES ont salué justement cette réélection. C'est une bonne chose. On attend aussi que ces félicitations soient adressées, en tout cas au président nouvellement élu du Sénégal. J'ai vu que le général du Niger, Tchani, a félicité le nouveau président sénégalais. J'espère que le dirigeant burkinabé et malien en feront de même. Au Sénégal, justement, où on a frôlé le pire, les détracteurs de la démocratie à l'époque ont même souhaité l'intervention de l'armée. Finalement, la démocratie a triomphé avec éclat, il faut le dire. Là aussi, il y a des enseignements à tirer. Absolument. Le cas du Sénégal, c'est un cas assez excitant.
ça montre en même temps les difficultés de la démocratie, mais aussi le charme de la démocratie. Les difficultés de la démocratie, on a vu qu'un acteur politique a pu se faire élire par le truchement des élections, bien sûr. Mais une fois au pouvoir, c'est d'autres casquettes que l'intéressé se dévoile. Donc, en d'autres termes, on peut avoir des imposteurs qui se font élire et qui profitent, disons, de cette liberté démocratique-là pour opprimer d'autres personnes. Macky Sall a tenté de s'accrocher au pouvoir. Mais c'est ça aussi la faiblesse, parce que certaines personnes exhibent cela pour montrer que non, les élections ne servent à rien, la démocratie ne sert à rien. Mais ici, c'est un acteur, disons, qui n'est pas fiable et qu'il faudrait combattre parce que ce n'est pas ça le jeu démocratique. Mais heureusement aussi, le charme de la démocratie vient du fait que les mêmes instruments de la démocratie ont permis d'arrêter cette dynamique. Le Conseil constitutionnel, par exemple, du Sénégal s'est assumé et a, disons, fait barrière au projet effroyable de M. Macky Sall. Or, imaginez un instant si, par exemple, ces leviers démocratiques n'existaient pas. Et Macky Sall se proclamait comme l'homme providentiel, seul capable de savoir ce qui est bon pour les Sénégalais et continuer dans sa dynamique. À cette heure, on n'aurait pas... Parce que là, il avait aussi des partisans qui l'encourageaient dans ce sens. Les gens allaient le défendre. Il allait avoir des gens, effectivement, qui allaient célébrer cela. Voilà. Vous voyez même que des députés avaient voté la prorogation, disons, du mandat de M. Macky Sall jusqu'en décembre. Donc, s'il se proclamait et se maintenait comme l'être providentiel, seul capable de savoir ce qui est bon pour les Sénégalais, il aurait eu des supporters. Et ce n'est pas évident que nous, on aurait jubilé pour l'élection de M. Diomaye et son acolyte et son mentor, M. Sonko. Vous voyez le charme de la démocratie. Donc la démocratie, il reste toujours une épreuve. C'est un exercice qu'il faut toujours perfectionner et rester vigilant. Ce n'est pas un acquis. Elle n'est pas parfaite, mais elle semble être juste là la bonne approche, justement, pour permettre au peuple de s'exprimer. Parce que là, justement, pour le cas du Sénégal, un président élu qui ne pouvait plus se représenter, contraint justement à cela, a proposé un candidat, mais finalement, le candidat du pouvoir, ce n'est pas lui qui est passé. Tout à fait. C'est un jeune sorti de prison. Tout à fait. Et qui se fait élire. En même temps, c'est interpellateur. Parce que, imaginez, quand on avait arrêté M. Sonko et son dauphin, c'est sûr que des partisans du président Macky Sall auraient, en tout cas, pourraient trouver des justifications pour incriminer ces deux hommes-là. Mais au bout du compte, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était juste un jeu, disons, du politique pour garder le pouvoir. Donc, ce n'est pas parce qu'effectivement, quelqu'un est au pouvoir et il embastille ses rivaux que forcément ses rivaux ont tort. Donc, mais le charme de la démocratie a permis effectivement que quelqu'un, que peut-être d'autres personnes avaient déjà voué aux hégémonies, quitte la prison et pas directement à la présidence. Vous avez parlé donc des institutions qui marchent, des institutions fortes, mais aussi une certaine maturité du peuple, des Sénégalais dans leur ensemble, qui ont ouvert un dialogue et qui ont fini justement par s'entendre justement avec cette amnistie générale qui permet à des gens donc de sortir de prison, etc., et qui finalement se font élire. Oui, mais la maturité, c'est un exercice qui se travaille. Si vous ne donnez pas, disons, la possibilité au peuple d'exercer, disons, les leviers de la démocratie, comment voulez-vous que le peuple soit mature? Donc, il faudrait qu'on se comprenne. C'est le débat que je trouve un peu pernicieux, consiste à dire que non, pas de démocratie, pas d'élection. Mais pourtant, ce sont ces éléments-là qui, éprouvés régulièrement, avec bien sûr des dialogues, disons, nationaux constructifs, permettent au peuple, disons, de se mûrir par rapport à cette dynamique-là. Il faut l'accepter, quoi. Voilà. Le Mali, justement, a déjà organisé un référendum dans ce contexte, justement, d'insécurité. Il y a eu un référendum. Au Mali, la transition a pris fin, selon le décret présidentiel de juin 2022. Des organisations de la société civile récemment, notamment du milieu judiciaire, ont appelé à la déchéance du gouvernement et à l'ouverture d'une nouvelle transition. Là, est-ce qu'on va vers une crise institutionnelle au Mali, ou alors faut-il comprendre qu'il y a une reconduction tacite, justement, de cette transition en cours? Non, mais ici, je pense que le régime malien aurait pu travailler à respecter les thèmes de la transition. C'est le régime lui-même qui avait accepté cette durée de la transition. Je ne pense pas que ce soit le fait d'un acteur extérieur. C'est le régime de M. Goïta qui avait accepté ce terme, en tout cas cette durée de la transition. Donc le régime aurait pu travailler à respecter ses propres engagements. Il n'y a aucun problème pour cela. Étant donné que les engagements n'ont pas été remplis, c'est normal que d'autres acteurs interpellent par rapport au respect de ces engagements. Si la durée de la période de la transition n'a pas été respectée, voici la solution qui se présente. On organise un intérim. Puisque, par exemple, prenons le cas du Sénégal.
Passé le 2 avril, si par exemple les élections ne s'étaient pas terminées, Macky Sall aurait dû quitter le pouvoir. C'est son dauphin qui allait assurer la suite de l'exercice du pouvoir d'État en attendant l'élection du nouveau président et son investiture. Donc, si la période n'a pas pu être respectée, on organise une sorte de transition, voilà, sans les acteurs, qui, cette fois-ci, va organiser les élections pour le retour à la vie constitutionnelle normale. Mais le régime aurait pu épargner cela en organisant lui-même les élections. Il n'y a pas de problème pour cela. C'est simplement respecter ses propres engagements. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, puisqu'on est dans une situation de vide institutionnel? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce qu'il faut rapidement, pour les autorités de la transition, prendre de nouveaux textes pour prolonger cette transition, ou justement faut-il aller vers l'ouverture d'une nouvelle transition à travers un dialogue qui va permettre de désigner encore les acteurs? Non, on ne devrait pas dire que les autorités par exemple, de la transition du Mali doivent prendre des textes ou des décisions pour prolonger. Ce que les gens doivent comprendre en fait, les dirigeants ne sont pas propriétaires de leur pouvoir, ils ne sont pas les propriétaires du pays. Ils sont mandatés pour cela. Donc si on doit prolonger la transition du Mali, il doit y avoir une sorte de concertation au niveau national. À l'issue de ces concertations, tous les acteurs, toutes les parties prenantes représentatives de la population malienne vont formuler une autre formule. Bon, c'est une répétition, vont formuler une hypothèse, peut-être une nouvelle période. Si ces populations décident de reconnaître les mêmes acteurs pour une période donnée, il n'y a pas de problème. Si ces populations décident d'un autre format, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas au régime de décider. Il faut reconvoquer des assises, vous voulez dire? Absolument. Puisque si c'est le régime qui décide, ici c'est le régime, il essaie d'usurper ici la souveraineté du peuple. Le pouvoir ne lui appartient pas. Ni l'exécutif ni le législatif ne peuvent le faire. Il ne peut pas. Parce qu'ils sont des mandataires en fait, de la nation en fait. Voilà. Quand vous avez été mandaté par la nation, à l'échéance, disons, de votre mandat, ou s'il y a des difficultés, vous repartez vers la nation. Vous discutez et on trouve encore une autre formule là-bas et vous revenez, vous poursuivez. Si c'est d'autres acteurs qu'on veut mandater également, il n'y a pas de problème. Mais le décider par vous-même, ben, vous mettez à la place de la nation, vous confisquez la souveraineté de la nation et c'est votre volonté qui compte. Or, quand même, c'est à l'échelle d'un pays, ce n'est pas la volonté d'une personne qui compte. Le Mali aujourd'hui est dans ce débat de vide institutionnel, mais d'ici là, le Burkina aussi pourrait vivre la même situation puisque normalement, en juillet 2024, la transition au Burkina aussi prend fin, selon les textes. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il ne faut pas anticiper justement pour éviter de tomber dans le cas malien? Vous avez entièrement raison. Bon, en ce qui me concerne personnellement, au Burkina Faso, c'est favorable à une prolongation de la transition, mais pour une courte durée. Je vais expliquer cela. Mais je pense que la situation dans laquelle nous vivons, quand même, m'amène à relever un certain nombre de problèmes. Et vous voyez, je vais quand même essayer de briser certains mythes ou de relever certains faits que je considère comme étant de l'impossible. Je serai un peu long si vous me le permettez. Ok. Et le premier élément que je remarque par exemple, au niveau de la situation que nous vivons au Burkina Faso, c'est le fait qu'il y ait des acteurs qui soient adjugés le monopole de la bonne pensée. Et le problème, c'est que ces acteurs-là sont en train, d'une certaine façon, de désacraliser, par exemple, l'enjeu de la lutte contre le terrorisme. Ah oui? Oui, je m'explique. La situation que nous vivons est suffisamment grave. On est tous d'accord qu'il faut faire front avec toutes les forces qui peuvent combattre ce phénomène-là. Les forces de défense et de sécurité, les leaders d'opinion, toutes les personnes qui peuvent apporter des initiatives. Donc c'est un enjeu sacré. On se comprend bien? Donc malgré le fait que nous soyons dans cette situation quand même, le pays doit vivre. Et je pense qu'on a pu réussir l'exploit d'organiser le Salon international de l'artisanat, et le Festival panafricain du cinéma, le Tour du Faso. SNC. Voilà, ce sont des éléments festifs. Mais il fallait le faire pour quand même qu'on sente que le pays vit. Voilà. Donc même cerise sur le gâteau, on a vu que bon, il y a des meetings politiques qui se tiennent, même si c'est bien sûr ceux qui sont favorables au président. Toutes ces initiatives-là, festives, politiques et autres, ne sont pas intimement corrélées avec la situation sécuritaire, qui pour moi est sacrée et qui exige une union nationale. On se comprend bien? Donc j'ai plusieurs fois dit les questions de défense, les questions militaires, on doit les respecter, on ne doit pas jouer avec. Mais quand on remarque, vous voyez, ces personnes qui s'ajoutent le monopole de la bonne pensée, dès que vous voulez vous prononcer sur la gestion économique du pays, sur la gestion politique du pays, on vous rappelle qu'on est en guerre, on est en guerre. Je suis d'accord, mais des activités, des initiatives qui ne se rapportent pas forcément à la question sécuritaire, on ne doit pas en parler. Tout le monde quand même doit se prononcer. C'est une obligation pour chaque citoyen de se prononcer sur la gestion économique du pays, sur la gestion politique du pays. Par rapport aux questions militaires, j'ai demandé une réserve.
on ne doit pas en parler, même en période de paix. Le deuxième élément que je remarque au Burkina Faso qu'il va falloir quand même corriger, c'est le fait que des personnes s'agissent de droit de décréter que oui, certains Burkinabés sont des ennemis, d'autres sont des apatrides. Il n'y a pas de Burkinabés ennemis ni apatrides. Et je m'explique. Je prends un cas radical. Une personne qui est condamnée, par exemple, pour une infraction, cette personne doit purger sa peine. Mais à terme, cette personne est amenée à être réintégrée dans la société. Est-ce que cette personne est un ennemi? Donc même nos frères qui sont coupables d'infractions ne sont pas nos ennemis parce qu'on parle d'une réintégration après avoir purgé leur peine. Donc un ennemi, c'est quelqu'un à abattre. C'est ce que les gens doivent comprendre en fait. Donc, à partir du moment où vous collez l'étiquette d'ennemi, ben, vous n'avez plus le droit de vie. À partir du moment où vous collez l'étiquette d'apatride, on doit vous chasser du pays parce que vous n'avez pas de patrie. Il faut qu'on évite cet élément également. L'autre élément que je vais relever, je constate qu'il y a des gens qui réclament une certaine dictature, voire féroce, sanglante, pour dresser le pays. Est-ce que ces personnes se rendent compte que, d'une certaine façon, elles sont en train de légitimer les thèses racistes, les thèses, disons, condescendantes qui ont prévalu à l'esclavage, qui ont prévalu à la colonisation? Parce que ceux qui ont pratiqué l'esclavage et la colonisation estiment que, bon, le nègre est un sous-homme, un abruti, un sauvage, qu'il va falloir corriger, redresser par la chicotte pour son bien. Est-ce que les gens se rendent compte en fait que réclamer la dictature, là, c'est avaliser cette thèse-là? Donc on ne peut plus se plaindre. Ils ne considèrent pas cela comme une dictature. Si, ceux qui réclament la dictature estiment que non, il faut mater le Burkinabé. D'autres même réclament. Pour eux, ce n'est pas une dictature, c'est juste une approche justement pour redresser des Burkinabés. Mais c'est cette même approche qui était appliquée pendant l'esclavage. Cette même approche qui a été appliquée pendant la colonisation. Moi, je trouve que nous sommes des êtres de raison. On n'a pas besoin de nous mater. Je ne suis pas un sauvage qu'on va me mater pour me redresser. Je n'ai pas besoin d'une dictature pour comprendre ce que le pays veut. S'il y a un problème, s'il y a un projet, on discute ensemble et on avance. On n'a pas besoin de croire que nous sommes des êtres, disons, qui ne comprennent pas, qu'il va falloir chicoter. Est-ce que ces personnes comprennent qu'elles avalisent ces thèses-là? Et paradoxalement, tu vois souvent certains de nos compatriotes qui sont dans des pays où ils ont au moins les délices de la démocratie en termes de liberté et qui réclament la terreur pour nous qui sommes au pays. Ça pose un problème. Voilà, si vous voulez quand même que la dictature revienne, on va vivre notre dictature ensemble. Il ne faut pas réclamer la dictature. Excusez-moi, mais nous ne sommes pas des sauvages, quoi. Je pense que les Burkinabés peuvent comprendre. On peut poser froidement des débats et puis se comprendre. Et le dernier mythe que je vais détruire, c'est l'homme providentiel qui pourrait sauver le Burkina Faso. Le héros solitaire. Ça n'existe pas. Les changements, c'est quoi? C'est une addition de changements individuels. Il faut que chacun d'entre nous d'abord travaille individuellement pour changer. C'est cette addition de changements individuels qui a produit un changement collectif, qualitatif. Donc, déjà, si on en est conscient, on se rend compte qu'attendre un héros, c'est une posture, disons, malhonnête, parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas quelqu'un qui va signer un décret pour vous changer individuellement. Donc, c'est une mission impossible dès le départ. Si vous acceptez d'endosser ce manteau de héros, ben, vous partez avec un projet, ou en tout cas avec une mission qui va échouer, parce que vous ne pouvez pas transformer radicalement chaque Burkinabé. Ce n'est pas possible. Et comme ça va échouer, ça va finir par échouer et emporter avec les dirigeants. Le deuxième élément, en endossant ce costume de héros, ben, vous vous affichez comme un être providentiel ou messianique. Et le danger, c'est quoi? Si vous êtes dans cette posture, vous savez tout, vous pouvez tout. Et vous allez combattre toute initiative qui ne vous convient pas. Or, à l'échelle d'un pays, il faut fédérer toutes ces énergies. Et c'est paradoxal quand même que je ne comprenne pas pourquoi certaines personnes pensent que, disons, en ce troisième millénaire-là, on peut se maintenir indéfiniment au pouvoir, rien que par la force. On a cité le cas de la Russie, il y a des élections, même en Chine, il y a des élections, même en Corée du Nord, il y a des élections, en Iran, il y a des élections. Donc, quand même, il faudrait qu'on accepte le principe que la perspective du développement d'un pays, si la moyenne et longue durée, implique, disons, une fédération d'énergie de toutes les composantes et qu'en dernier ressort, c'est la population, en tout cas, c'est le peuple qui est souverain dans toutes ses composantes. Alors, pour terminer, tout cela, c'est bien, mais ça suppose aussi qu'on crée des cadres pour se parler, des cadres de dialogue, de concertation, pour créer cette cohésion entre les Burkinabés. Généralement, en la matière, on fait appel à des ressorts au niveau moral. Est-ce que ces ressorts sont encore solides aujourd'hui? Je vais parler de la chefferie, de la religion. Bon, vous m'amenez à jouer le rôle de conseiller du régime parce que je suis amené à formuler des hypothèses, des solutions, effectivement, pour le pouvoir en place.
Bon, je vais me prêter à ce jeu, même si je ne suis pas leur conseiller. Bon, pour moi, en fait, il faut tenir compte du fait que pour un peuple, il faut tenir compte de toutes ces composantes, y compris même certaines composantes qui peuvent être critiques envers votre projet. Je n'ai pas dit subversive. Subversive, ça veut dire que ces éléments-là travaillent en sous-main pour vous détruire. Moi, je suis contre la subversion. Mais critique, ça veut dire que vous pouvez avoir une approche. Moi, je trouve que cette approche pourrait être orientée autrement, ou même cette approche peut produire des effets néfastes dans telle ou telle période. Je vous explique. Là, je ne suis pas subversif. Donc, il faut effectivement avoir cette approche d'intégration. Et le Burkinabé, il y a des canaux qui permettent de saisir le Burkinabé. Si on active ces canaux sans parti pris, on peut effectivement rassembler tous les Burkinabés, on discute. Ça peut exister, pas du format des assises nationales, pas du format authentique, pas du format décidé par le prince, mais le format authentique. Et je pense même qu'à travers ce format, on peut obtenir la prolongation de la transition. On n'a pas besoin des entrepreneurs politiques qui organisent des meetings ou des marches pour réclamer, non. Le format authentique même, disons, des assises nationales vont avaliser la prolongation de la transition. Qui peut imaginer qu'on puisse organiser des élections en juillet? Ce n'est pas possible. Objectivement, ce n'est pas possible. Donc, je sais déjà qu'à travers les assises nationales, on va obtenir, disons, une prolongation de la transition. Mais ici, c'est un débat sincère qu'on doit tenir et on élabore maintenant dans ce cas une feuille de route très claire, consensuelle, avec des échéances précises, des objectifs précis qu'on va suivre ensemble. Et à chaque étape, voilà ce qui est attendu. À chaque étape, voilà ce qui est attendu. Et en même temps, ces assises nationales, c'est en même temps le canal par lequel le président peut faire avaliser certaines idées qui lui sont chères, par exemple. Bon, je prends l'exemple de son projet de centrale nucléaire, nucléaire civile. Mais on peut faire entériner ça par les assises nationales pour éviter qu'un autre président ne vienne plus tard remettre cela en cause. L'absence de bases militaires étrangères au Burkina Faso. On peut faire entériner ce projet par les assises nationales pour éviter qu'un autre président ne vienne remettre ça en cause. L'obligation, par exemple, de raffiner les minerais avant qu'ils ne quittent le Burkina Faso. On peut faire avaliser ça par les assises nationales pour qu'aucun président ne vienne remettre ça en cause. Donc, qu'on organise dans le format authentique des assises nationales des échanges inclusifs, ça va être houleux, c'est vrai, mais qu'on élabore une feuille de route très claire, consensuelle, et je plaide pour la prolongation de la transition, mais pour une durée assez courte. Assez courte, c'est-à-dire 6 mois. 6 mois? Oui, parce que le problème, quand les gens aussi disent le pouvoir, ils ne veulent plus partir. Ça aussi, il faut le dire objectivement. Et s'ils ne veulent pas partir, ils sont amenés, disons, à persécuter ceux qui sont des potentiels candidats. Prenez l'exemple de Macky Sall. Il était obligé, il a mis, disons, Sonko était en prison. C'est vrai que bon, il a utilisé des instruments de la République, mais qui était derrière ça? Il faut appeler le chat par son nom. Donc, si les gens aussi disent au pouvoir, ils ne veulent pas partir. Non, mais moi, je suis favorable à la prolongation de la transition. Et par exemple, la période qu'on va prolonger, la période de prolongation qu'on va obtenir, on utilise cela pour réconcilier tous les Burkinabés. Si le régime en place, par exemple, estime que bon, il y a un passif qui traîne, qu'il va falloir purger, au profit de cette période, on règle les choses, on réconcilie les Burkinabés. Et moi, j'ai envie vraiment que, par exemple, après cette transition, on puisse, par exemple, animer une émission avec les dirigeants à cette info. Voilà. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils ne pourront pas revenir plus tard au pouvoir? C'est mon souhait. Actuellement, quand on prend l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, il peut se déplacer librement. C'est mon souhait, en fait. Donc, prenons cette feuille de route-là, on convoque les assises nationales authentiques, et j'anticipe déjà, je sais qu'on va prolonger la transition. Moi, je suis personnellement favorable à cette dynamique-là. On élabore une feuille de route consensuelle, on fait graver dans le marbre, par ces assises nationales-là, certaines idées fondamentales pour le pays. J'en ai cité quelques-unes, et on travaille à réconcilier les Burkinabés pour un nouveau départ. L'impression qu'ont certains Burkinabés, une partie en tout cas de l'opinion, c'est qu'on a un président qui fait le job sur le plan de la lutte contre le terrorisme et penser qu'il n'imagine pas qu'il faut changer une équipe qui gagne, selon eux. C'est humain. Je comprends que chaque personne ait ses préférences. En d'autres termes, je comprends les personnes qui, effectivement, apportent un soutien massif aux dirigeants en place. À titre personnel, je n'ai rien contre les dirigeants en place, absolument rien. Je leur souhaite d'ailleurs plein succès. Mais je m'inscris dans le temps long parce que dans le temps long, on ne peut pas rester au pouvoir sans repartir vers le peuple pour demander son avis. Ce n'est pas possible. On peut essayer, mais à un certain moment, on se rend compte que la dynamique s'essouffle. Vous voyez un peu, lorsque ces régimes, vous voyez un peu, quand un régime veut rester au pouvoir, vous voyez, on utilise des leviers pour toujours galvaniser la base, Au début, la mobilisation est spontanée. Après, ça devient artificiel. À partir du moment où ça devient artificiel, ce n'est plus sincère. Donc, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que non, il faut repartir, interroger vraiment le peuple, tout son ensemble. Parce que si vous ne le faites pas, vous commencez à sentir qu'il y a une marge, une portion du peuple qui vous échappe. Peut-être que vous êtes hostile, même si c'est en sourdine.
Et si vous ne récupérez pas la dynamique très tôt, ça peut après exploser. Donc on ne peut pas rester indéfiniment sans toujours repartir vers le peuple. Même ceux qui font de bonnes actions, toujours, par exemple, le président Poutine il a organisé des élections. Même si vous êtes convaincu de faire le bien, il faut toujours repartir vers le peuple, et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai dit, par exemple... Ça donne une certaine légitimité. Absolument. Cette légitimité est sincère et naturelle. On n'a pas besoin d'artifice, en fait. Comme je vous l'ai dit, si on convoque les assises nationales vont prolonger la transition, j'en suis convaincu. Et moi, je plaide pour que l'équipe en place poursuive la prolongation, en fait. Mais une prolongation courte, il faut qu'on soit honnête. Voilà, donc on peut obtenir cela. Et à ce moment, le régime est tranquille. Qui va comploter contre le régime? Puisqu'il tient la prolongation des assises nationales. Et si le débat est sincère, le régime sait qu'à telle période, il va partir. Pourquoi s'en prendre à un pouvoir temporaire? Donc on n'entendra plus parler de rumeurs de coup d'État, de rumeurs de déstabilisation. Parce qu'ici, la force du pouvoir n'est pas entre les mains du régime, mais entre les mains des assises nationales, qui veillent au grain. Vous savez, les régimes aussi, ils arrivent et après, il y a la peur des représailles, de l'après-pouvoir, qui fait que parfois, on se dit, il vaut mieux rester. La peur dépend des actions. Aujourd'hui, il n'est pas rare de pouvoir croiser le président Roch-Marc Christian Kaboré dans des événements sociaux. Je l'ai souvent rencontré dans certaines manifestations sociales, à l'occasion de certains décès et autres. J'ai rencontré le président Roch-Marc Christian qui se déplace librement. Donc, tout dépend des actions que vous avez posées. Pourquoi le président Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso? Pourquoi M. Damiba a fui le Burkina Faso? Mais tout dépend des actions que vous posez. Or, moi, je plaide pour qu'effectivement, les actions qu'on pose soient des actions dans un cadre concerté et pacifique, qui préservent d'abord la pérennité des actions qu'on va poser pour qu'un autre régime ne vienne pas remettre ça en cause, qui préservent ensuite les dirigeants. Voilà, en d'autres termes, ne soyez pas... En tout cas, moi, je plaide pour qu'après cette transition-là, on anime des débats avec vous et les anciens dirigeants du MPC2. Voilà. Mais tout dépendant des actions qui sont posées. Il faut toujours travailler à avoir le consensus national. Il faut toujours travailler, disons, en tenant compte du fait qu'aucun régime n'est propriétaire de son pouvoir. Aucun régime n'est propriétaire du pays. Ce sont tous des mandataires passagers. Et si on en tient compte, je pense que on pourrait éviter des actions qui pourraient nous inquiéter plus tard. Merci, Dr Daniel Kéré, d'être passé nous voir ce soir. Merci. Docteur, oui. Mais après ça, je me retire encore de la vie publique. Pour rester dans l'espace public, c'est très important aussi pour apporter sa part contributive dans la réflexion d'ensemble. C'est pour le bien du pays, justement. Docteur Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, politologue, spécialiste des questions de géopolitique. Il est également le directeur exécutif du CEDAM, le Cercle d'études Afrique-Monde. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.